c'est la nature. Tu fermes les yeux et tu pourrais t'imaginer dans une forêt en train de te promener et là tu respires. C'est ça qui est important. C'est dans ce qu'on fait, il faut avoir envie de respirer et se sentir bien. Bienvenue dans Vibration. Une passion, un auteur, un livre, un métier ou même une personne, vous découvrirez à travers ce podcast ce qui fait vibrer mes invités. Je m'appelle Clémentine et je vibre en écoutant les mots, les détails, les explications des autres à travers leur propre enjouement. J'aimerais vous faire partager ces découvertes et j'espère que vous aurez autant de joie que moi à écouter les singularités et les secrets de chacun à travers ce podcast. Après une carrière dans le digital, Jessica Gozzi a choisi de changer de voie pour donner plus de sens à son travail. Elle se reconvertit dans l'ébénisterie d'art. Elle aime les beaux objets, leur histoire, les transmettre et le partage qu'engendre le fait de chiner et de restaurer des meubles anciens. Elle vibre pour les belles matières nobles et naturelles, en particulier le bois qui offre d'infimes possibilités de recyclage et de création tout en étant éco-responsable. Elle espère continuer à communiquer sa passion et son engagement aux amateurs de belles choses lorsqu'elle sera diplômée de son CAP l'année prochaine et lancera son atelier. À suivre donc. Alors bonjour Jessica. Bonjour. Aujourd'hui, je voulais te rencontrer, discuter avec toi parce que j'ai découvert en discutant avec toi, en voyant ce que tu faisais un petit peu sur les réseaux sociaux, que tu étais une passionnée des objets. Oui. Et donc, je voulais approfondir un petit peu le sujet, notamment savoir tout d'abord comment ça t'est venu. Merci Clémentine déjà de me donner l'occasion de partager des passions. Je suis en effet passionnée d'objets, d'histoire des objets, depuis toute petite. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont embarquée avec eux, toute jeune, dans des brocantes, dans des ventes aux enchères, dans des musées, tout un tas de lieux où on découvre des objets d'un autre temps, des objets la plupart du temps anciens, qui ont vécu, qui ont des histoires, et j'ai tout de suite été attirée par tout un tas d'objets et tout ce qu'elles pouvaient véhiculer en fait comme émotion et comme histoire. Donc toute petite déjà, on allait dans ces brocantes et dans ces ventes aux enchères, et puis j'achetais des choses qui me tapaient dans l'œil. J'avais des coups de cœur. Donc il y a une époque où je collectionnais les briquets. Donc j'ai eu toute une phase de briquets. Puis un jour j'ai découvert, mon papa collectionnait les montres et puis du coup ça m'a donné envie. Donc j'ai suivi un petit peu sa voie et je me suis mis à collectionner les montres. C'est vrai que quand je t'ai rencontrée il y a quelques années, je voyais bien que tu changeais de montre tout le temps. Ouais. Et je me disais, waouh, c'est un objet atypique pour Jessica. Elle a envie d'avoir des belles montres et de les collectionner et d'en prendre soin aussi. Tu avais le plaisir de prendre peut-être une vieille montre et de la rénover et de la porter neuve, mais avec son histoire. Exactement. Je sais pas comment on découvre. Moi c'est mon papa, forcément, mais je me suis vraiment prise d'intérêt fort pour les montres, parce que d'une part, je trouve que c'est un bel objet. C'est-à-dire que c'est un objet qui est tout le temps, sur toi, qui est tout le temps visible, que les autres voient. Donc il y a quand même ce côté un petit peu pas show-off, mais ce côté j'ai envie que vous voyez que j'ai un bel objet et j'ai envie de vous raconter son histoire. Donc c'est quand même, ça fait partie un petit peu de ma démarche. Et au-delà de ça, c'est un objet qui est technique. C'est-à-dire que dans les montres, en fait, tu as X modèles de montres, chacune a son mécanisme, sa complication, la façon dont l'horloger a voulu la créer. Est-ce qu'elle est ronde, est-ce qu'elle est en tonneau, est-ce qu'elle est avec du métal précieux ou tout simplement en acier comme celle que je porte aujourd'hui. En fait, on a tout un tas d'objets qui chacun représente quelqu'un en fait. La personne qui porte une montre, en fait c'est un peu d'elle.
Donc moi, voilà, ça m'a beaucoup plu. Je me suis mis à les collectionner. Comme tu dis, C'est en quoi prendre la soin. montre que tu portes aujourd'hui? C'est vraiment un basique. Je pense que tout le monde l'a eu un jour ou un autre. C'est une Casio, donc c'est une montre japonaise. C'est des montres qui sont nées dans les années 80. Donc voilà, une montre électronique vraiment toute basique. Et donc voilà, et ça peut, et ce soir, ça se trouve, si je sors, je vais me changer de montre et je vais mettre une montre avec un bracelet en crocodile rouge parce que ça ira avec ma tenue. Voilà, donc j'ai quelques jolies montres et en effet, j'en prends soin. J'ai essayé d'apprendre l'horlogerie. Enfin, quasiment impossible. C'est des métiers vraiment d'une complexité très rare. Évidemment, il faut être hyper minutieux, mais voilà, c'est des métiers qu'on apprend dans des maisons suisses, etc. Donc, je ne me prétends absolument pas du tout horlogère, juste amatrice et passionnée de montres. Mais c'est vrai que c'est un objet qui n'est pas forcément accessible. C'est-à-dire qu'une belle montre, c'est tout de suite pas mal de sous, même si on achète des montres anciennes. Dès qu'on fait une révision, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc voilà, c'est des objets qui voilà, méritent d'avoir derrière un peu de budget. T'as à peu près combien de montres dans ta collection? J'en ai pas tant que ça, au moins une douzaine ou une quinzaine. C'est pas mal quand même. Ouais. C'est pas tant que ça, mais... Non, c'est bien, c'est Ça va bien. J'ai un peu calmé cette ardeur des montres parce que justement, voilà, c'est assez dispendieux et on peut en avoir que très peu finalement. J'aime vraiment tous les objets anciens, notamment les objets qu'on dit vintage. C'est-à-dire des objets voilà, qui sont soit du début du siècle ou du XXe siècle et qui sont à nouveau à la mode aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime dans ces objets-là, c'est que voilà, ils nous racontent quelque chose sur des temps passés. Ils nous racontent ce que c'était que la vie de l'époque. Est-ce que les designers avaient pensé à des choses pratiques? Est-ce qu'ils avaient pensé à des choses purement esthétiques? Est-ce qu'il fallait que ça soit très chargé parce qu'il fallait qu'on montre voilà, qu'on avait une super technicité dans la façon de travailler le bois? Et en fait, voilà, je me suis pris vraiment de passion pour tout ce qui est mobilier ancien et mobilier en particulier en bois. Parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas d'autres matériaux aussi fort que le bois. C'est un matériau qui vit, c'est un matériau qui est renouvelable, c'est un matériau qu'on peut travailler et retravailler, à la différence de plein d'autres matériaux comme notamment le métal. Est-ce que tu as aussi un attrait pour un certain bois? Est-ce que tu as une spécialité que tu préfères dans le bois? Eh bien, écoute, je pense que je pourrais te répondre à cette question encore mieux dans quelques mois. Aujourd'hui, je ne maîtrise pas encore suffisamment bien les techniques du bois. C'est-à-dire que ça fait un peu plus d'1 an que je le travaille. Mais aujourd'hui, je vais démarrer une formation qui va me permettre d'apprendre vraiment les techniques du bois, les techniques traditionnelles et également comment les essences de bois réagissent. En fait, chaque essence a ses particularités et ses propriétés qu'aujourd'hui, je ne maîtrise pas. Par contre, évidemment, si on parle d'esthétique pure du bois, j'ai mes chouchous. Et je pense qu'en fait, tout le monde a son chouchou, comme dans les matières, les vêtements ou autres. Et dans le bois, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les essences qui créent des formes. Donc, tu vois, dans lesquelles tu peux finalement essayer d'imaginer un dessin, un paysage. Et parmi eux, il y a ce qu'on appelle la loupe d'Amboine. Amboine s'écrit A-M-B-O-I-N-E. C'est vraiment, ça crée comme une sorte d'enchevêtrement de petites boules et de petites rondeurs, et c'est vraiment très délicat, très poétique. C'est une essence qui est relativement rare et qu'on trouve pas dans les objets du quotidien. Donc ça va plutôt être quand vous allez par exemple visiter des musées ou des hôtels particuliers, regardez bien quand on a des petits chevets ou quand on a des petites tables de barbier ou autres, enfin regardez les descriptions et essayez de voir de quelles essences il s'agit. Si ça se trouve, vous tomberez par hasard sur de la loupe d'Amboine ou d'autres types de bois. Il y a le palissandre aussi, qui est un bois magnifique, qu'on trouve plus souvent, plus récemment, parce qu'il a été pas mal utilisé dans le design depuis les années 60. Il y a notamment un siège qui est très célèbre, c'est le lounge chair de Charles Eames, qu'on voit souvent et dans les galeries et chez les particuliers, et il est fait avec de palissandre de Rio.
Alors aujourd'hui qu'on trouve peu parce que les forêts sont plus réglementées, elles sont moins utilisées. Mais du coup, le palissandre de Rio, on va le retrouver sur ce type de meuble-là. Et il est très élégant, il est avec des formes tout en longueur. En fait, chaque meuble va être unique grâce au bois. C'est-à-dire que tu ne retrouveras jamais deux fois le même meuble ou deux fois le même plaquage de bois. Parce qu'en fait, à chaque découpe d'une feuille, à chaque découpe d'une tranche, c'est une autre forme et une autre image que le bois va renvoyer. Donc en fait, c'est comme si tu avais à chaque fois une photographie unique du bois. C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant. C'est vraiment un matériau qui est à la fois utile, qui est à la fois facilement utilisable au quotidien et en même temps hyper artistique. Le bois, c'est aussi des odeurs, des senteurs. Et est-ce qu'il y a des bois qui sont plus forts que d'autres, certains que tu aimes plus que d'autres? Alors oui, c'est aussi le sens olfactif que tu vas retrouver, surtout quand tu travailles le bois, pas tant quand l'objet est chez toi, parce que souvent il va être verni ou il va être couvert de cire, donc c'est plutôt ça que tu vas sentir. Par contre, quand tu es dans un atelier et que dans cet atelier, il y a un travail soit de sciage ou en tout cas de rabotage, où tu as de la matière, de la sciure qui va s'en découler, là il y a des odeurs qui sont assez fortes. C'est simplement l'odeur de la nature, en fait. J'ai pas suffisamment de sens, comme quelqu'un qui sentirait du vin, où je pourrais pas te dire, là, c'est plutôt du noisetier ou autre. C'est pas, enfin, j'ai pas cette capacité-là. Par contre, c'est la nature. Tu fermes les yeux et tu pourrais t'imaginer dans une forêt, en train de te promener. Et là, tu respires. C'est ça qui est important. C'est, dans ce qu'on fait, il faut avoir envie de respirer et se sentir bien. C'est super beau ce que tu dis. Et alors, est-ce qu'il y a des objets que toi, tu as trouvés dans des brocantes ou des vides-greniers tu as eu l'œil, tu les as repérés, tu les as achetés et toi-même, tu les as rénovés? Alors, ça m'arrive hyper souvent. En fait, c'est ça mon plaisir. Alors, j'aime créer, ça c'est sûr. J'aime créer de zéro. Mais par contre, je pense que je trouve ça encore plus palpitant de rénover et de restaurer un meuble ou un objet qui a vécu, qui nous raconte quelque chose et qui malheureusement a pris cher avec les années, avec les différents propriétaires qu'il a pu avoir et que tu peux le trouver dans la rue, tu peux le trouver en effet dans une brocante et là, tu as un coup de cœur. Moi, c'est vrai que j'ai l'œil, c'est-à-dire que je repère le joli objet, je repère l'objet, je l'imagine tout de suite chez nous. C'est-à-dire que je me dis, si personne ne l'adopte, eh ben, il aura sa place chez nous. Et c'est comme ça que je choisis les objets que j'acquiers et auxquels derrière je vais donner une seconde vie. Et là, dernièrement, j'ai flashé sur une petite pharmacie des années 50. C'est tout simple, c'est vraiment du basique, c'est du bois de peuplier avec des petits verres martelés sur les portes de devant. Les petits tiroirs qui vont bien avec les petits boutons en inox. C'est vraiment quelque chose de très basique. Ça a très peu de valeur. D'ailleurs, je pense que je l'avais acheté à peu près une dizaine d'euros. Et derrière, je me suis dit, voilà, ça, je l'imagine dans une chambre d'enfant. Une petite armoire dans laquelle l'enfant va pouvoir mettre ses petits bibelots, etc. Et donc, j'ai voulu lui redonner vraiment sa beauté d'antan et y ajouter, je le fais très peu ça, mais ça, je l'ai un tout petit peu relooké. C'est pas mon état d'esprit, je préfère généralement laisser tel qu'il avait été pensé. Mais là, quand j'ai imaginé une chambre d'enfant, j'ai voulu lui donner une couleur pastel. Donc à la base, c'était du blanc, un blanc très très neutre parce qu'il était fait pour aller soit dans une cuisine, soit dans une salle de bain. Et là, en imaginant une salle d'enfant, je l'ai peint en céladon, donc c'est un bleu-vert assez doux. Et donc il a pris une nouvelle forme, il a eu une nouvelle vie au travers de cette restauration qui m'a pris pas mal de temps parce que comme je l'ai imaginé pour un enfant, j'ai voulu que ça soit vraiment nickel. Voilà, hyper bien poncé, hyper bien peint, hyper bien verni, les boutons bien briqués. Et en effet, ce meuble, il est parti dans la chambre d'un petit enfant où aujourd'hui, il vit à nouveau. Il vit restauré pour, j'espère, encore de très, très nombreuses années. Et c'est ça l'idée que j'ai, c'est
Ces objets, ils ont vécu en 1950 dans la cuisine de quelqu'un qui aurait pu être notre grand-mère. Et aujourd'hui, il est dans la chambre d'un petit garçon né dans les années 2000 et qui va profiter de son petit objet Céladon pendant quelques années. En fait, c'est un recyclage esthétique. Il s'agit pas seulement de recycler des objets pour leur usage, mais aussi pour les rendre encore plus beaux et les utiliser même dans des circonstances différentes. Là, tu parles d'une petite armoire à pharmacie. Finalement, il y a un enfant qui va mettre ses jouets dedans. C'est faire revivre des objets et leur faire passer le temps. Eh ben ouais, t'as tout à fait saisi l'idée. En fait, un objet qui pouvait avoir un usage il y a 70 ans, aujourd'hui, il a peut-être plus vocation à être une armoire à pharmacie. Et pour autant, pourquoi est-ce qu'on le laisserait sur un trottoir ou partir à la benne? Ça serait vraiment dommage. Et donc, en fait, c'est ça. C'est le réemploi moderne d'objets anciens. Dans la mesure du possible, je veux leur redonner leur beauté d'antan. C'est-à-dire que je veux pas les modifier parce qu'ils ont été pensés tels qu'ils ont été pensés, avec une certaine teinte. Donc je les modifie pas. Moi vraiment, je voudrais, dans la mesure du possible, les remettre tels qu'ils avaient été pensés. Mais quand c'est pas possible, c'est là où je me dis, on va pas les laisser pas tomber, ou on va pas les laisser se faire détruire à la benne. Et dans ce cas-là, on réemploie le matériau. Et moi, c'est un peu la prolongation de cette activité de restauration. C'est quand le meuble est trop abîmé, on en ressort uniquement le matériau, si tant est que ce soit un matériau suffisamment noble pour qu'il soit retraité et donc ensuite réemployé dans la création d'un nouveau meuble. Et là, c'est pour moi vraiment la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que on restaure tant que c'est possible, et quand ce n'est pas possible, c'est pas grave, on réimagine et on recrée et on fait repartir un matériau pour les dizaines d'années à venir, toujours dans une optique d'usage contemporain. Donc chaque chose doit avoir un usage contemporain. Il est beau, mais il est utile. Et est-ce que ça peut arriver que tu flashes sur un objet, mais il lui manque des éléments, par exemple une lampe, mais tu vas changer l'abat-jour, tu vas changer le petit bouton pour allumer l'interrupteur, et tout ça avec des objets d'antan aussi. C'est-à-dire, tu trouves un bel abat-jour dans une autre brocante qui a vécu une autre vie dans un autre lieu, et tu rejoins comme ça plusieurs parties qui vont créer l'objet, enfin rénover l'objet en question. Eh bien, je ne l'ai pas encore fait. Je sais qu'il y a des artistes et des artisans qui s'y emploient hyper bien. On les voit d'ailleurs souvent sur les brocantes. Vous verrez un téléphone à cadran auquel on a rajouté une douille et qu'on a transformé en lampe. Enfin, il y a des idées exceptionnelles, hyper créatives. Moi, ça, pour l'instant, je m'y suis pas attelée pour la simple et bonne raison que je suis pas sûre d'avoir les compétences pour le faire. Et je me dis, si déjà j'arrive à bien faire ce que j'essaye avec les objets en bois, j'en serais très fière. Mais peut-être que c'est une idée, et peut-être que si je m'associe avec d'autres artisans, on pourrait tout à fait croiser des compétences. Parce qu'en effet, il y a, surtout dans ce qui est luminaire, tu citais très justement les lampes, les lampadaires, les abat-jours. Je pense que c'est un objet clé dans un intérieur. Ce qui marche le mieux souvent, c'est ça, c'est les luminaires et les assises. Donc chaises et fauteuils. Parce qu'en fait, sans ça, tu pourrais de toute façon, tu peux avoir un très bel appartement si t'as pas les jolis fauteuils pour t'installer avec tes amis et la lumière qui va magnifier l'endroit. Bon t'as pas un joli appartement. Donc c'est vraiment des objets qui comptent. Je vais peut-être changer mon canapé alors la prochaine fois que tu viens chez moi. Et mettre une belle lampe. Ok, c'est noté. Non mais tu vois l'idée, c'est vraiment... En fait, il suffit juste d'un joli objet. Dans un intérieur, tu peux avoir tout Ikea. J'aime pas trop citer Ikea, mais... Ça doit te rendre dingue, Ikea. Avec... Non, parce qu'on a tous été Ikea à un moment. Moi, j'ai été Ikea de l'âge de 18 ans à 28 ans. Et puis un jour, je me suis dit, est-ce que je peux faire sans Ikea ? Donc toi, tu es dans cette pièce, donc tu peux voir autour de toi les objets qu'on a. Et il n'y a plus d'Ikea. C'est-à-dire que c'est un vrai choix. On n'est pas dans du boycott ou dans un truc hyper virulent contre Ikea. C'est très bien. Moi, Ikea, heureusement que j'avais Ikea quand j'étais étudiante et jeune, parce que c'était à portée et de bourse et de goût.
Mais aujourd'hui, je suis contente de pouvoir m'en défaire et de chiner des choses qui sont 1000 fois plus solides qu'IKEA, que je vais pouvoir transmettre, dont je vais pouvoir raconter des histoires à ma fille. Parce que c'est aussi ça l'objet. L'objet, c'est des histoires toutes singulières et exceptionnelles. Et à chaque fois que, voilà, que tu achètes un objet, tu rencontres cette personne qui le cède ou qui l'avait chez elle ou qui était à ses parents. Et puis elle te raconte l'histoire et tu as l'impression de faire partie de cette histoire. Alors que Ikea me raconte pas beaucoup d'histoires. Ils sont très très bons en storytelling. Leurs pubs, elles me font toujours marrer, mais ça s'arrête là. Est-ce que ça t'arrive, toi aussi, de changer tes beaux meubles là, qui sont chez toi? C'est-à-dire, finalement, tu vas faire un vide-grenier, mais tu vas poser tes meubles et puis pour les remplacer avec un autre. Est-ce que tu as envie de changer l'histoire des meubles qui sont chez toi par d'autres meubles? Complètement, ouais, complètement. Ça fait partie de la démarche. Ouais, ça te place pas dans une situation statu quo, quoi. L'idée, c'est pas d'accumuler des meubles, c'est plutôt de les faire vivre, de les revendre s'il faut, d'en racheter d'autres, Oui. les remplacer. C'est un mouvement. En fait, c'est un vrai mouvement, les objets. À part, on a tous un objet qui veut dire quelque chose, qui fait partie de notre patrimoine, et on se dit, oh, je le garderai tout le temps parce que il était chez mes grands-parents. Et là, c'est le cas. On a un meuble radio vinyle qui était chez mes grands-parents et que j'ai toujours vu là-bas et sur lequel on écoutait la musique. Et cet objet-là, pour le coup, je me verrais pas m'en séparer parce que c'est un truc qui fait partie de moi. Par contre, pour tout le reste, quasiment sans exception, ils ont déjà été changés. Par exemple, le canapé sur lequel tu es assise, il est récent. On l'a chiné il y a à peine un an. Et avant ça, on avait un autre canapé qui était aussi chiné. Et tout est comme ça. Parce que c'est sympa, le changement. Parce que ça fait... Voilà, notre canapé, il est parti chez une dame qui était ravie de l'accueillir. Il va avoir une autre vie avec ce canapé. Peut-être qu'il n'y aura pas le chat qui lui fera les griffes dessus. Donc, il sera très, très heureux. Et vraiment, tout est comme ça. Et c'est une vraie volonté, en fait, de partage, en fait. C'est-à-dire que l'objet, c'est le lien qui existe entre moi et la personne qui va avoir un coup de cœur dessus. Et donc, on chine, on remet en état, on revend. Parfois tout de suite, mais parfois beaucoup plus tard. Et c'est comme ça qu'on voit les choses. Alors, tu rencontres par ce biais-là aussi d'autres passionnés, sûrement, d'autres experts? Des passionnés, je pense, parce que pour avoir envie d'acquérir des objets anciens, je pense qu'il faut avoir une certaine vision des choses. Et donc, souvent, on la partage, cette vision de vouloir profiter des belles choses anciennes en très bon état, plutôt que d'aller dans un magasin et de faire tourner des usines à l'autre bout de la planète, faire venir des meubles par cargos entiers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans cette démarche qu'on partage. Et c'est pas souvent des experts, c'est souvent des amateurs qui tombent par hasard sur un objet, soit par le Bon Coin, soit sur des sites spécialisés, et qui, au travers de l'histoire que j'en raconte, le voient bien chez eux. Donc c'est ça qu'on essaye de créer, c'est cette envie, c'est cette rencontre qui est toujours hyper sympathique. Il y a des gens qui viennent d'hyper loin. Il y a un monsieur qui m'a acheté un secrétaire, il habite Albi. Et le secrétaire, je l'avais fait venir de Reims. Donc en fait, c'est des objets qui vont parcourir la France. Donc c'est tout assez local quand même. Et qui vont aller de maison en maison, transmettre quelque chose autour du beau, autour du patrimoine. Donc on a cette chance-là de pouvoir travailler sur des beaux objets. Est-ce que tu t'es équipée pour faire ce travail de rénovation? Alors au fur et à mesure, oui. C'est quelque chose qui prend du temps, un peu, je pense, comme les gens qui travaillent le bon Est-ce que vin. tu as un camion? Alors, et si on peut faire son camion, on fera son camion. Pour la bonne raison qu'aujourd'hui, avec tous les transports collaboratifs qui existent, on arrive à faire transiter les meubles. Là, l'exemple que je t'ai donné, le secrétaire qui venait de Reims, c'est un monsieur, un particulier, qui devait venir à Paris récupérer quelque chose. Et plutôt que de venir à vide, il a rempli sa camionnette avec mon secrétaire. Et donc, tout le monde est gagnant. La planète est gagnante. Moi, je suis gagnante parce que j'ai pas payé le coût d'un transporteur qui est hors budget. Et cette personne, elle a payé une partie de son trajet grâce à ça. Donc, vraiment,
je vous recommande, regardez. Quand vous avez envie de vous acheter quelque chose à l'autre bout de la France, ne vous arrêtez pas à ah bah non, c'est trop compliqué. Regardez les transports collaboratifs. Donc, je n'ai pas de camion. Si je devais avoir un camion, il serait électrique ou hybride. Et si je peux faire avec uniquement mes petites jambes ou un vélo, je le ferai. Quand tu me parlais d'outils, j'ai des outils qu'en effet, au fur et à mesure, j'acquiers. Mais l'idée, elle est un peu aussi dans cet esprit de partage. C'est plutôt que d'acquérir de mon côté tout un tas de machines, c'est de les partager. Et en fait, dans ces métiers de l'artisanat, aujourd'hui, on découvre de plus en plus d'espaces, de lieux de travail partagés qui permettent de mutualiser tout un tas d'outils, de machines qui seraient très compliqués d'acquérir seul. Et en même temps, de partager avec des collègues des techniques, des bonnes pratiques et de ne pas travailler seul non plus. Donc ça, c'est hyper précieux. Ça, c'est un truc génial. Enfin, le coworking appliqué à l'atelier d'artisanat, je veux dire, c'est le bonheur de tout travailleur moderne. Et donc, il y a des ateliers autour de chez toi où tu te rends? Bon, je suis sur Paris, donc ça ne sera pas forcément bon pour tout le monde, mais ça se fait de plus en plus. Il y a un endroit qui est assez réputé qui s'appelle Ici Montreuil. Alors maintenant, il y a Ici Montreuil et Ici Marseille, et apparemment, ils sont en train de réfléchir à Ici Rennes. Et c'est un espace en effet de collaboration pour tous les métiers de l'artisanat, pas forcément que les ébénistes. Il y a des gens qui travaillent le métal, il y a des gens qui travaillent de la bijouterie, du verre. Donc c'est très varié. C'est hyper enrichissant parce que tout à l'heure tu me parlais justement de travailler d'autres aspects. Ça peut être des endroits où tu découvres d'autres techniques. Découvre, on collabore avec d'autres artisans et pourquoi pas on crée des nouveaux objets au travers de ces lieux-là. Là, je vais te poser une question hyper précise parce que je viens de voir chez toi là une lampe, justement, je la trouve trop belle. C'est laquelle? Parce qu'il y en a 3 autour de toi. C'est vrai. C'est le lampadaire. Voilà, donc le lampadaire, excuse-moi. Donc juste pour décrire un petit peu, si on arrive à la décrire, c'est un tube en fait, ouais. qui monte et qui redescend en arc, qui accueille une grosse ampoule opaque, plutôt dorée. Et le tube, devant lui, a un porte-revue. Exactement. Sur 2 pieds. Et donc tout le lampadaire, tous les tubes sont plutôt dorés. Exactement. Et en fait, elle est hyper minimaliste. Ouais. Et en même temps, elle fait plein de choses. Alors, elle accueille des revues. C'est un lampadaire. La nuance entre lampadaire et lampe, c'est que la lampe, elle est posée sur une table. Donc, soit une lampe de chevet, une lampe de bureau. Donc, elle est forcément sur autre chose. Le lampadaire, lui, il est au sol. Il part du sol. Et donc, là, c'est un lampadaire qu'on dit tripode. Il a que 3 pieds. Et en fait, on pourrait croire que 3 pieds, c'est bancal. Alors qu'en fait, 3 pieds, c'est beaucoup plus stable que 4. Je vous invite à essayer lorsque vous serez dans une brocante et que vous découvrirez ce genre d'objet. Et donc, elle est en laiton. C'est pour ça que tu as cette impression de doré. Donc, il n'y a pas de dorure, elle a rien de précieux. C'est du laiton et c'est un matériau qu'on utilisait beaucoup, en effet, dans les années 40 à 60. Et aujourd'hui, ça revient parce qu'en fait, ça donne une allure plutôt élégante. Et en fait, ce qui est trop cool, comme tu dis, c'est que c'est un lampadaire qui a plein de revues dessus, parce que alors là, on en accumule. Et on pourrait même imaginer, au-dessus des revues, avoir une petite tablette pour y poser, pourquoi pas une plante. Parce qu'en fait, ça se fait beaucoup de mélanger les usages sur un même meuble. Et là, du coup, il faudrait la transformer. Moi, j'ai pas pris ce choix-là, mais ça serait hyper sympa aussi. Et alors, la petite histoire, et là, je fais un clin d'œil à ma maman si elle écoute ce podcast, c'est que je l'ai acheté et qu'il y avait un abat-jour. Il y avait un abat-jour en opaline de couleur rosée, très doux, un rose poudré, qui était très joli, qui était rond. Et donc, elle était très bien comme ça. Je l'ai déplacée à plusieurs reprises entre l'endroit où je l'ai acheté et ensuite ça a transité chez mes parents avant d'arriver chez moi. Et chez mes parents, je l'avais un petit peu mise n'importe où. Et il s'avère que ma mère s'est pris les pieds dedans. La lampe est tombée et seule l'opaline, donc le globe, au-dessus de l'ampoule, s'est cassé.
Donc heureusement, hein, la lampe fonctionne très bien. Et sur le moment, je dis, oh zut alors, il va falloir que je retrouve un globe. Très compliqué de retrouver un globe qui fasse exactement le même diamètre que la douille, qui n'est pas une douille standard puisqu'elle est pas, elle est d'époque. Finalement, en fait, on l'a laissé comme ça. On l'a laissé sans globe. On l'a laissé au naturel. Donc on l'a un peu détournée de ce qu'elle était avant. Et on lui a mis simplement une ampoule, comme tu disais, un peu opaque. Donc qui n'est pas, voilà, qui est à faible wattage et qui fait qu'en fait c'est pas trop agressif quand on l'allume. Et en fait elle est encore plus jolie comme ça qu'elle ne l'était avec son globe. Elle est super belle. Voilà. Donc merci maman d'avoir pris les pieds dedans. Tu m'appelles. D'accord, c'est noté. Ah, elle finira par être vendue. Est-ce que tous ces objets, donc tu les rénoves, mais est-ce que ça te donne envie aussi d'en créer de A à Z? Alors oui, j'en ai vraiment envie mais je ne sais pas faire. Donc je suis très humble par rapport à ça. J'ai essayé, mais je n'ai pas cette capacité qu'ont certains autodidactes de se faire eux-mêmes. Donc du coup, je vais apprendre. C'est-à-dire que à partir de cette rentrée, je redeviens étudiante et je démarre de là où il faut, c'est-à-dire par un CAP d'ébénisterie. Donc je suis très heureuse. Après tout ce que j'ai pu faire qui n'avait absolument rien à voir avec le bois, avec les métiers manuels, et je pense que j'ai toujours eu cette envie de faire, et ben là je vais avoir cette chance-là de pouvoir apprendre dans une école spécialisée qui s'appelle La Bonne Graine à Paris. Et donc peut-être que l'année prochaine, si on refait un podcast, et ben je pourrais parler de mes créations et non plus que de la restauration. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est d'apprendre à créer, à travailler le bois de zéro, c'est-à-dire de la matière brute, et d'en arriver à un objet utile, soit sur mesure, soit en petite série. Et là, dans la formation d'ébénisterie, tu as donc dû taper aux portes des écoles et sans doute aussi des ateliers. Est-ce que, en tant que femme, tu rencontres des difficultés pour te donner du crédit? Eh bien, faut pas se mentir, mais oui. Je pense comme pas mal de secteurs d'activité qui sont en train d'évoluer, c'est des secteurs où il y a beaucoup d'anciens, c'est-à-dire des gens qui font ces métiers-là depuis des dizaines d'années et qui ont... De père en fils. Ouais, exactement. C'est vrai, de père en fils. C'est la tradition. Ça s'est fait comme ça, il n'y a rien de mal à ça. Mais du coup, ils ont sans doute pas l'habitude de voir des femmes dans ces métiers. Et quand elles font des métiers de création manuelle ou autour du bois, on les case dans des niches de type la marqueterie de paille, des petits trucs tout mignons, qu'on peut faire avec une petite pince, comme on imagine la fan, quelque chose de hyper délicat. Mais je pense que ça change parce qu'il y a des nanas comme moi qui se lancent dans ces métiers-là. Et aujourd'hui, dans les formations, il y a une belle parité en fait entre les étudiantes et les étudiants. Donc moi, par exemple, là, dans ma formation, on sera moitié homme, moitié femme, ce qui veut dire qu'un jour, dans les ateliers, par la force des choses, on sera moitié-moitié et qu'il n'y aura pas de différence, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence. On m'a fait un jour une réflexion, on m'a dit mais madame, comment vous allez faire quand vous allez devoir porter cette commode J'ai dit, mais monsieur, vous la portez toute seule, la commode? Vous êtes forcément deux. Donc, moi, je ferai comme vous. On sera deux et on portera la commode. 2 ou 3, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Hein. Exactement. Mais du coup, je pense qu'il a réalisé que sa remarque était pas hyper pertinente et que je suis capable de faire la même chose qu'un homme. Enfin, en tout cas, je l'espère et j'espère pouvoir le prouver à mes futurs patrons. Et d'ailleurs, j'ai eu plus globalement un très bon accueil des chefs d'atelier qui voient plutôt en bien d'avoir des femmes parce que elles apportent un renouveau, elles apportent d'autres compétences que les hommes et comme toujours on est complémentaires, on n'est ni l'un contre l'autre, on est là pour s'entraider et faire tout ce qu'on aime, donc c'est ça l'essentiel. Merci Jessica. J'ai une toute dernière question pour toi. Ce podcast s'appelle Vibration. Quelle est ta vibration sonore, c'est-à-dire la musique que tu préfères en ce moment? Eh ben merci Clémentine et pour tes questions et pour ce temps passé ensemble à vous parler de choses qui me font, j'espère, vibrer. Et quand je pense à une musique, là je ferme les yeux et je ne pense pas à une musique, je pense au son de la mer. C'est, je pense, une sensation qui me fera toujours vibrer. Et là je l'imagine en fait.
Et j'aimerais bien être au bord d'une plage, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Moi aussi, j'aimerais bien être au bord de la mer. Voilà. Et vraiment, je pense que c'est cette mélodie, voilà, du ressac, peu importe, hein, Méditerranée, Atlantique, qu'elle soit tourmentée ou qu'elle soit calme, il y a toujours quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, si vous êtes au bord de la mer ou si vous l'avez été, j'espère que ça vous aura fait vibrer aussi. Merci Jessica, c'est hyper poétique de finir sur le son de la mer. Je te remercie pour ton temps. On se tient au courant sur les créations futures. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast habituelle. N'hésitez pas à le partager ou à mettre 5 étoiles. Ceci permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous retrouverez un autre épisode de Vibration dans 15 jours, les jeudis. À très vite!